N'oublions pas que les vrais problèmes qui touchent les communautés à travers le monde, c'est pas la réforme juridique. C'est des problèmes d'éducation, c'est des problèmes de trouver des professeurs, de trouver des rabbins, de trouver des dirigeants communautaires qui sont prêts à se donner aux problèmes des communautés, beaucoup plus que les problèmes de droite-gauche, que du futur de la Judée-Samarie, ou de la réforme juridique, ou d'une coalition, ou de M. Lapid, ou de M. Bennett, ou de M. Netanyahou. Nous avons le plaisir, comme je vous l'ai annoncé dans la présentation de cette heure d'actualité, d'être en ligne avec Gaël Grunewald. Gaël, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'organisation sioniste mondiale et que vous avez eu la semaine dernière une semaine particulièrement chargée puisque s'est tenu à Jérusalem à l'occasion du 75e anniversaire de l'État d'Israël un congrès sioniste extraordinaire. C'est rarissime, il faut le souligner. Alors, moi, la première question que je vous pose, puisque ce congrès sioniste, par essence, rassemble les différents courants au sein du peuple juif, que ce soit des courants politiques, que ce soit des courants idéologiques, est-ce que, on va dire, les tensions qui sont omniprésentes dans la réalité israélienne de ces derniers mois autour de la réforme judiciaire se sont reflétées également lors de ce congrès sioniste ? Alors, bonjour. Effectivement, les problèmes, je dirais les challenges que nous avons en Israël, bien évidemment, s'expriment également à l'étranger, dans les différentes communautés à travers le monde. Et comme vous l'avez dit vous-même, les mêmes problèmes, les mêmes tensions qui existent en Israël ont été présentes durant ce congrès très spécial, parce que ce congrès était là pour deux raisons. On a célébré ce congrès sioniste mondial extraordinaire pour deux raisons. Premièrement, effectivement, pour célébrer 75 ans de la création de l'État d'Israël, mais également parce que le dernier congrès qui a eu lieu il y a 2 ans a été organisé uniquement par le Zoom à cause du Covid, à cause du Corona. Et donc, on a décidé de faire un congrès où les gens pourraient se rencontrer physiquement, pourraient discuter, pourraient travailler ensemble. Et c'est ce qui a été fait pendant ces 3 derniers jours, la semaine dernière. Mais effectivement, je ne peux pas vous cacher que les mêmes problèmes, que les mêmes tensions qui existent en Israël ont été présentes durant ce congrès à propos de la réforme juridique, à propos de l'identité israélienne, de l'identité juive, des questions d'assimilation, des questions de conversion. Donc, toutes les questions qui touchent la société israélienne, bien évidemment, existe à l'étranger et il est impossible de faire cette séparation. C'est quelque chose qui est positif, bien évidemment, c'est-à-dire que les communautés vivent ce qui se passe en Israël, mais souvent on a l'impression qu'ils vivent ça un petit peu je dirais avec un petit peu de décalage, de motivation un petit peu élevée, dans le sens que je pense qu'il y a des problèmes en Chutz La'aretz dans les différentes communautés à travers le monde, qui sont des problèmes qui sont différents de ce qui se passe en Israël. Alors, je voudrais préciser à nos auditeurs, peut-être qu'ils ne le savent pas, c'est que le congrès sioniste est de facto le reflet des différents courants qui traversent le judaïsme de diaspora en particulier et qui traversent aussi la politique la politique israélienne. Cela veut dire qu'il y a par exemple à l'intérieur du congrès sioniste un fort courant de libéraux, de réformés qui viennent du judaïsme américain, qui on le sait, a un fort courant de cette tendance, les conservatifs, les réformistes. Comment ça s'exprime le dialogue, le débat avec un courant qui n'existe pas, on va dire, ou qui n'existe quasiment pas dans la réalité israélienne en tant que telle? Exactement, les communautés libérales, le parti conservatif, ce sont des partis qui sont des courants idéologiques qui existent à travers le monde, qui sont relativement assez faibles en Israël, et effectivement, je dirais qu'ils profitent donc de ces organisations comme l'Agence juive, comme l'Organisation sioniste mondiale, comme le KKL, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous les institutions nationales, pour essayer justement de traduire leur idéologie à travers la société israélienne. Vous avez entièrement raison. Et effectivement, ça crée une certaine tension, ça crée des polémiques idéologiques à travers, je dirais, sur le futur du peuple juif. C'est-à-dire,
Quelle sera la situation des communautés juives 50 ans, dans 50 ans par exemple? C'est-à-dire, quelles seront les écoles juives? Est-ce qu'il y aura des écoles juives? Est-ce qu'il n'y aura pas d'écoles juives? Est-ce qu'il y aura des mouvements de jeunesse? Comment se dirigeront les différentes communautés juives à travers la diaspora? Ce sont des questions qui touchent effectivement les communautés à l'étranger. C'est des questions qui ne touchent pas la société israélienne, mais, comme vous l'avez dit vous-même, c'est les mêmes polémiques qui touchent aujourd'hui la société israélienne sont exportées à l'étranger. Et je dirais même que d'une certaine façon que les mêmes polémiques que nous avons ici, elles existent là-bas. C'est pas toujours positif. Et le côté positif, c'est qu'effectivement, ces communautés-là sont en contact avec Israël, et à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est important. Mais n'oublions pas que les vrais problèmes qui touchent les communautés et à travers le monde, c'est pas la réforme juridique. C'est des problèmes d'éducation, c'est des problèmes de trouver des professeurs, de trouver des rabbins, de trouver des dirigeants communautaires qui sont prêts à se donner aux problèmes des communautés, beaucoup plus que les problèmes de droite-gauche, du futur de la Judée-Samarie, ou de la réforme juridique, ou d'une coalition, ou de M. Lapid, ou de M. Bennett, ou de M. Netanyahou. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est très important, d'un côté, de garder ce contact avec les communautés. Ces communautés doivent bien évidemment savoir ce qui se passe en Israël, mais n'oublions pas les vrais challenges qui touchent les communautés à l'étranger. Alors justement, est-ce que vous avez pu, est-ce que justement par rapport à ce qui se passe en Israël, est-ce que vous avez pu trouver un modus vivendi pour discuter au moins, même si on ne tombe pas d'accord, pour au moins discuter? Est-ce qu'il y avait une volonté de part et d'autre, on va dire des différents courants, politiques, idéologiques, de dialoguer? Et est-ce que ce dialogue a abouti à une sorte peut-être de convention qui pourrait servir de base, ou peut-être même de modèle à ce que l'on est en train de rechercher à la présidence de l'État pour apaiser les tensions dans la réalité israélienne? Je dis toujours aux gens, lorsque je m'adresse aux gens qui habitent à l'étranger, aux membres et aux dirigeants des communautés juives à travers le monde, je leur dis toujours qu'ils ont un message très important, dans le sens que le dialogue qui existe, qui est souvent plus facile à l'étranger, ce dialogue-là doit être importé en Israël. Je vais vous prendre un exemple. Le dialogue qui existe aux États-Unis entre les rabbins qui appartiennent à ce qu'on appelle au courant orthodoxe, avec les rabbins qui appartiennent au courant libéral, c'est quelque chose qui est important. Même s'il y a une polémique bien évidemment très importante et que nous avons une marloquette, une réelle polémique avec le mouvement libéral, ça ne veut pas dire que ce dialogue ne doit pas exister. Ce dialogue-là, malheureusement, n'existe pas en Israël. C'est quelque chose qui est important. De façon générale, je pense que la façon de diriger une quelconque polémique en Israël est quelque chose qui demande une amélioration. Et cette amélioration peut venir effectivement par la culture que les gens qui viennent de Chutz La'aretz, qui viennent de l'étranger, et amènent lorsqu'ils font leur aliyah, lorsqu'ils viennent en Israël. On peut tout à fait diriger une polémique de façon correcte, de façon polie, et sans pour autant changer tes opinions. Tu dois et tu peux garder tes opinions, tu peux les défendre, mais de façon polie, en respectant la personne qui se trouve en face de toi. C'est quelque chose qui est très important. Malheureusement, je pense qu'Israël a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et très souvent, je dis aux gens des communautés, amener justement cette culture de la façon de discuter, la façon de mener une polémique. C'est quelque chose qui est important pour la société israélienne. C'est quelque chose qui manque. Et je pense que c'est quelque chose qui est capital même. Je pense d'ailleurs que même la réforme juridique, s'il y avait un système de discussion beaucoup plus développé en Israël, je pense que toutes ces manifestations et cette expression de violence que nous retrouvons de temps en temps
serait quelque chose qui n'existait pas si effectivement il y avait un moyen de discuter et de parler et de dialoguer de façon beaucoup plus cultivée. D'ailleurs, ça nous approche au Yom HaZikaron, au jour de souvenir des soldats qui sont tombés durant les différentes guerres de l'État d'Israël et également et malheureusement, si aujourd'hui on parle de transgresser la sainteté de ce jour-là à cause justement de cette réforme juridique, c'est quelque chose qu'à mon avis qui est inacceptable parce que nous, encore une fois, il n'y a pas cette faculté de diriger ce dialogue si nécessaire, mais de façon respectueuse. Et c'est quelque chose qui manque beaucoup dans la société israélienne. Alors, effectivement, on peut tirer une conclusion positive, au moins, de ce dialogue. Et une question, est-ce que, par exemple, parmi les courants qui sont opposés à la réforme judiciaire ou par extension qui ne veulent pas voir de l'État d'Israël un État qui serait peut-être plus religieux, presque théocratique, etc. Est-ce qu'il y a eu des remises en cause de la solidarité avec l'État d'Israël, l'identification avec l'État d'Israël dans les courants qui sont représentés au sein du Congrès sioniste ? Je n'ai pas entendu cette voix-là, je dois le reconnaître. Cette voix-là n'a pas été entendue. Je n'ai pas entendu des menaces en disant si la réforme judiciaire va passer, nous ne viendrons pas en Israël. Je ne l'ai pas entendu, je ne peux pas le dire. Mais encore une fois, il faut l'accepter que cette réforme déchire également les différents courants à travers le monde. Je n'accepte pas d'ailleurs cette menace. Je pense que cette menace est inacceptable. C'est le droit le plus absolu de la part de la coalition en Israël de faire des changements. Il faut le faire de façon intelligente, il faut le faire de façon avec l'opposition, mais c'est le droit le plus absolu de quelconque coalition d'entamer des changements en Israël. Et pour moi, je n'accepte pas les menaces en disant bon, si cette loi passe en Israël, nous ne viendrons pas en Israël. Si cette loi passe, nous arrêterons de donner de l'argent en Israël. C'est quelque chose qui est négatif, quelque chose qui n'est pas acceptable. Et je dirais même plus, la vérité, c'est que les communautés juives ont besoin d'Israël. Et donc, menacer de se couper d'Israël, c'est pas. D'Israël, c'est quelque chose qui touchera en premier lieu les communautés et avant de toucher l'État d'Israël. Alors, je le disais aussi dans la présentation, vous êtes également l'un des leaders du mouvement Mizrahi, qui est une des composantes, justement, donc, au sein du Congrès sioniste, un des mouvements idéologiques, plus que, il y a à la fois idéologique et politique, on va dire. Le mouvement Mizrahi va organiser son congrès dans les tout prochains jours. Quel est le message que le Mizrahi peut faire passer aujourd'hui, après avoir été un des courants majeurs dans le mouvement sioniste? Quel est son pendant aujourd'hui dans la réalité politique israélienne? Ça, on a du mal à le cerner aujourd'hui. Et puis, quel est le message qu'il peut faire passer aujourd'hui dans la réalité israélienne pour peut-être calmer les esprits? Quel message peut-il apporter? Le message. D'abord, il faut bien savoir que le Mizrahi, c'était un des premiers mouvements qui faisait partie du mouvement sioniste. Le courant du Mizrahi a été créé déjà en 1920 par le Rav Rainez Zechrono Livracha. Et donc, si vous voulez, c'est la symbiose de la Torah et de l'État d'Israël. C'est-à-dire que et la Torah et l'État d'Israël et la création de l'État d'Israël et de vivre en Israël, c'est une seule chose. Et contrairement à d'autres courants idéologiques qui voient qui prônent ou qui n'acceptent pas la possibilité de vivre en Eretz Israël, de vivre en Israël tout en respectant la Torah, le courant du Mizrahi dit exactement l'inverse. Le respect de la Torah nous demande de créer un État d'Israël, nous demande de vivre en Israël, nous demande de tout faire pour que l'État d'Israël puisse être dirigé sur les bases de l'esprit de la Torah, bien évidemment adapté selon la halakha en 2023, c'est-à-dire savoir que nous avons besoin justement de rabbins qui donnent justement des décrets halachiques pour pouvoir adapter la Torah
je dirais, au courant moderne pour diriger un pays. Donc ça, si vous voulez, c'est l'esprit du Mizrahi. Et effectivement, le Mizrahi, pendant cette semaine, nous allons effectivement rencontrer les différents dirigeants du Mizrahi à travers le monde pour s'asseoir ensemble, pour voir ensemble, pour savoir justement, pour renforcer l'idéologie du Mizrahi à travers le monde, à travers les communautés. Et je pense que ce courant du Mizrahi est nécessaire, je dirais même indispensable pour l'avenir de l'État d'Israël. C'est-à-dire que vivre en Israël d'un côté, mais être attaché à sa tradition. Et si vous voulez, ce courant du Mizrahi, ce qu'on appelle le Mafdal à l'époque, c'est quelque chose qui est pas seulement qui est important, c'est quelque chose qui, je dirais, assurera l'avenir de l'État d'Israël. Vivre en Israël sans être connecté avec sa tradition, c'est quelque chose qui est très difficile, c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, pose une question sur l'avenir de l'État d'Israël. Et donc, c'est pour ça que cette valeur de la Torah est indispensable pour l'avenir de l'État d'Israël. Et c'est pour cette raison que le courant du Mizrahi est tellement important. Alors, une dernière question, Gaël. Une dernière question en une minute. Il nous reste une minute, vraiment. Il est présent en France également, le Mizrahi ? Ah oui, le Mizrahi est également présent en France. Nous avons des dirigeants comme le président M. Gaston Sayada, le rabbin Azoulay, le grand rabbin Azoulay. Nous avons, ces derniers mois, nous avons organisé des activités du Mizrahi en France et nous allons continuer à développer les activités du Mizrahi. Vous connaissez également le mouvement de jeunesse du Bnei Akiva qui fait un travail important au sein de la communauté. Et donc, l'esprit du Mizrahi également doit trouver sa présence en France et de façon générale à travers les communautés et à travers le monde. Eh bien, Gaël Grunewald, merci beaucoup de nous avoir permis ce panorama. D'abord sur le congrès sioniste extraordinaire qui s'est tenu la semaine dernière à Jérusalem, et également donc un aperçu de ce qui va se passer au sein du mouvement Mizrahi avec le congrès du Mizrahi dans les prochains jours ici également à Jérusalem. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Gaël, bonne journée. Merci beaucoup et je vous souhaite à vous et à nos auditeurs, Chag Sameach. N'oublions pas cette fête extraordinaire. Nous avons, Baruch Hashem, après 75 ans, nous sommes retournés en Israël, nous allons fêter Yom HaAtzmaut, c'est une fête religieuse. Nous allons dire le Hallel, nous allons remercier HaKadosh Baruch Hu pour ce mérite extraordinaire de pouvoir retourner en Israël. Je rappelle toujours aux gens, rappelez-vous où on était il y a 80 ans. Il y a 80 ans, on était en plein révolte du ghetto de Varsovie. Où on était à 80 ans et regardez où on est aujourd'hui. Nous avons la chance, ce mérite extraordinaire de notre génération de voir le retour en Israël. Et donc, je me permets de souhaiter Chag Atzmaut Sameach, Yom Atzmaut Sameach, cette journée d'indépendance et remercier HaKadosh Baruch Hu pour ce mérite extraordinaire de pouvoir retourner en Israël et de donner cette gloire au peuple juif et de retourner en Israël. Merci beaucoup, Gaël Grunewald, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.